C'est vrai, parce qu'on avec historien et démocrate, finalement, on n'a pas été inhibé ni par l'histoire, ni par l'étude approfondie de nos traditions, des comportements. Il y a finalement un champ de liberté, comme si on peinait à l'emprunter aujourd'hui. L'histoire libère, ou on s'en est libéré, c'est selon. Mais Jean Pisani-Ferry, je le rappelais, vous avez été chargé donc par le Premier ministre de lancer cette grande réflexion sur la France dans 10 ans. Quand on entend nos deux premiers intervenants, on a l'impression que tout est possible. C'est-à-dire qu'on devrait même être peut-être plus audacieux que les politiques l'ont été jusqu'ici en matière de décentralisation et de liberté des territoires. Comment cette dimension-là est prise en compte dans vos travaux et dans la réflexion que vous menez, d'ailleurs partout en France, puisque vous aurez l'occasion peut-être de revenir ici, à Nantes, je ne sais pas, mais en tout cas de discuter aussi dans les territoires de ces questions-là. Merci. Effectivement, je ne sais pas si tout est possible à horizon de 10 ans, mais beaucoup plus est possible quand on prend cet horizon de réflexion que quand on se cantonne à l'horizon habituel, soit de la prochaine séance, soit même d'une mandature. Parce qu'à 10 ans, quand on se met à réfléchir, on sort de la logique paramétrique dans laquelle on se dit quel ajustement on fait sur telle ou telle politique. On sort de la logique très... donc on est à l'intérieur d'une mandature, qui est une logique très politique, et qu'est-ce que je vais avoir atteint à l'horizon de 5 ans, et avoir atteint à l'horizon de 5 ans, finalement, ça laisse peu de temps, puisque pour voir les résultats, on ne peut pas investir beaucoup. Donc en fait, c'est un bon horizon, parce que ça force à la fois à être ambitieux, en même temps on garde les pieds sur terre, parce que dans 10 ans, tout de même, le monde ne sera pas fondamentalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et ça force à se poser des questions sur la société, et pas simplement sur dans une logique très, très politique. Alors, par rapport à ça, vous l'avez dit, on va organiser un certain nombre de débats, parce que un premier jet à l'occasion du séminaire du gouvernement, il y aura à la fin de l'année un exercice de propositions au gouvernement sur une série de pistes, mais entre les deux, il faut qu'il y ait des débats avec toutes sortes de partenaires, et il faut sortir de la logique un peu technocratique qui facilement s'impose à Paris, donc il faut faire des débats avec des acteurs régionaux. Alors pour répondre spécifiquement à la question, comment prendre en compte cette dimension territoriale dans la réflexion, je crois qu'il y a deux axes. Il y a un axe qui est un axe économique. Hervé Lebras le rappelait, la France est un pays qui, contrairement à d'autres, n'est pas coupé en deux. Beaucoup de pays européens sont coupés en deux, avec des régions qui sont en grande difficulté, des taux de chômage extrêmement élevés, et puis d'autres qui sont très, très prospères. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous avons une certaine homogénéité. Nous avons même eu, dans les années récentes, une convergence des revenus par tête. Pas une convergence, c'est des thèses d'Abzi qui sont juste ce qu'on n'a pas, la convergence des PIB par tête. On n'a pas la répartition des activités sur le territoire n'est pas égale. Mais on a réussi même à limiter les inégalités de revenus et même à faire converger au niveau régional. Alors la question, c'est que par rapport à tous les défis d'organisation industrielle, productive, de compétitivité qu'on a, comment s'invite la dimension territoriale. Il me semble qu'en France, il y a, comme dans beaucoup de pays, il y a un certain nombre de pôles, de 10 à 20 villes, métropoles, qui sont des vecteurs de développement, et qu'on voit d'ailleurs à la fin. Ces villes, par exemple, mais beaucoup d'autres, dans lesquelles il y a concentration d'activités, de compétences, de croissance, de la productivité, de l'innovation, et tout ça, c'est un atout considérable. Alors, cet atout, on hésite un peu à le mobiliser. On hésite un peu à le mobiliser parce qu'on se dit, oui, mais les autres, comment est-ce que ça va, qu'est-ce que ça implique sur l'égalité des territoires? Je crois qu'il faut accepter que l'économie moderne, c'est une économie qui repose beaucoup plus sur les réseaux, qui repose beaucoup plus sur l'interaction que l'économie du passé, et que ceci, ça implique une certaine forme de localisation, de concentration. Alors bien sûr, le numérique permet de changer la distance. Mais enfin, on n'a pas encore inventé la machine à café virtuelle. Et beaucoup de choses se passent autour de la machine à café. Il y a un historien de l'innovation qui a expliqué que le monde avait commencé à changer lorsque les
innovation lorsqu'on a remplacé les pubs en Angleterre par des cafés. Parce que dans les pubs, on y allait pour se saouler. Et donc, c'était pas très bon pour la créativité intellectuelle. À partir du moment où on a commencé à servir du café, les gens se sont mis à discuter. Et que cette discussion, ce lieu de socialisation autour d'une boisson non alcoolisée a été un élément important dans le développement des idées, dans le développement des initiatives, etc. La machine à café, ça reste important partout. L'interaction physique, ça reste important partout. Donc il me semble qu'il y a cette dimension, il faut accepter un certain degré de concentration. Il ne faut pas avoir toujours la nostalgie en tout, un développement complètement équilibré, mais évidemment, il faut redistribuer, évidemment, il faut ensuite que ces rentes qui sont créées par la modération puissent être redistribuées, de manière à ce qu'on ne crée pas des inégalités de revenus massives sur le territoire. Donc, il me semble que ça, c'est la dimension économique, et ça rejoint une série de questions très concrètes. Combien d'universités de rang mondial on peut avoir sur le territoire, combien est-ce qu'on peut avoir de pôles de compétitivité significatifs, etc. Y compris pour les grands équipements. Alors, l'autre dimension, c'est une dimension institutionnelle. Bon, on a commencé à en parler avec Jean-René avec si on regarde les indicateurs de dépenses, on se dit, effectivement, la décentralisation est entrée dans les faits. On est passé de 16-17% des dépenses publiques il y a 30 ans à 21% aujourd'hui. Donc, effectivement, on a un changement de l'équilibre entre le centre et les régions. En même temps, on a des limites, puisque, effectivement, je pense que ce que disait Hervé Lebrun est très juste, ce n'est pas complètement tiré parti de la richesse possible, de la diversité des pôles de décision. Ça ne fait pas beaucoup de place à l'expérimentation, ça ne fait pas beaucoup de place à l'innovation. Et donc, la capacité d'exercer des choix et de tirer parti de cette diversité, parce qu'une certaine diversité de choix, tout le monde en tire parti à partir du moment où ça permet de faire émerger les meilleures solutions. Les gens ne sont pas convaincus par des exemples étrangers, ils sont convaincus par des exemples qui sont dans le même écosystème que le leur. Et donc, quand ils voient quelque chose marche quelque part, ils ont envie d'imiter quand ils se disent on est dans le même écosystème. Donc, la possibilité d'expérimenter au niveau national est un peu sous-exploitée. Dernier point que je voudrais dire sur la dimension institutionnelle, est un peu inspiré de mon expérience bruxelloise. J'ai passé 10 ans à travailler sur les questions européennes. Et il y a toute une littérature, toute une réflexion sur l'organisation des pouvoirs dans des systèmes fédéraux et comment est-ce qu'on doit penser la répartition des compétences. J'étais très marqué par une phrase qui est écrite Tommaso Padoa-Schioppa, que les gens connaissent bien, qui était ministre des Finances en Italie, et qui avait pas mal réfléchi sur ces sujets. Et il disait le pouvoir doit être limité, il ne doit pas être faible. Le pouvoir limité, c'est un pouvoir qui a des compétences délimitées et qui a la capacité d'exercer ces compétences. Le pouvoir faible, c'est un pouvoir qui a des compétences, mais qui n'a pas la capacité de les exercer, parce qu'il n'a pas les moyens de ces compétences. Et il faut que le pouvoir soit limité, il ne faut pas qu'il soit faible. Parce qu'un pouvoir faible, ça suscite la frustration, et ça suscite, disait-il, l'appel au despotisme. Puisque à partir du moment où le pouvoir n'est pas capable de remplir sa responsabilité, les citoyens lui en veulent. J'ai un peu l'impression qu'en France, on a construit un système dans lequel on multiplie les pouvoirs. Et quand on regarde la répartition des compétences, quelles sont les responsabilités des différents échelons de l'administration territoriale, on est peut-être trop dans un système dans lequel finalement le citoyen a du mal à savoir qui est responsable de quoi, à qui doit demander des comptes. Il me semble qu'en termes de lisibilité comme en termes d'efficacité, peut-être d'abord en termes de lisibilité démocratique, là il y a une limitation de notre modèle à laquelle il faut réfléchir, surtout si on se projette